Bonjour Jean-Paul Chagnolot. Bonjour. Des discussions sont en cours depuis hier à Doha en vue d'une trêve à Gaza, réunion à l'appel des pays médiateurs, le Qatar, les États-Unis, l'Égypte. La seule trêve depuis le 7 octobre date de novembre, elle a duré une semaine. Il y a déjà eu de nombreuses réunions de ce genre. Est-ce que celle-ci a plus de chances que les autres d'aboutir à un cessez-le-feu ? Oui, c'est la question que chacun se pose et personne ne sait vraiment y répondre. Évidemment, pas même sans doute les négociateurs aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une chance, infime, mais il y a une chance. Aujourd'hui, il y a un double enjeu. Le premier enjeu, évidemment, c'est un cessez-le-feu à Gaza, et il faudra revenir évidemment sur la notion de cessez-le-feu, car c'est plus que ça en réalité. Et puis par ailleurs, bien entendu, l'autre enjeu, c'est le fait qu'il y a eu l'assassinat d'Ismaël Haniyeh le 31 juillet à Téhéran. Le chef du Hamas. Le chef du Hamas, et que par conséquent, il est clair que l'Iran veut riposter avec ses alliés. Et donc, si ces négociations échouent, ça signifie qu'il n'y aura pas de cessez-le-feu, et ça signifie aussi qu'il y a un risque très fort d'embrasement régional avec un niveau d'affrontement qu'on ne peut pas deviner aujourd'hui, mais en tout cas qui pourrait être très fort, avec évidemment derrière un cycle de représailles. Si on tape trop fort d'un côté, les autres voudront en taper, etc. Donc on est dans cette espèce de ligne de crête qui fait que je pense que c'est pour ça que je suis optimiste dans ce drame. Je suis optimiste en disant si c'est pas ça, ça sera vraiment très dramatique. Et pourtant le Hamas n'est pas là. Il n'est pas là, c'est tout à fait vrai au niveau formel, mais il est là. Il est là pour deux raisons. D'abord, petit détail important, il est à Doha. Son siège est à Doha, et c'est pas par hasard. Les négociations n'ont pas lieu au Caire, mais elles ont lieu à Doha. Par ailleurs, qu'il veuille être en retrait, c'est un peu normal. Pourquoi ? Parce qu'après tout, quand vous êtes dans une négociation, il faut essayer de réfléchir à ça. Dans une négociation qui dure depuis des semaines. Et en particulier fin juillet, Blinken disait on n'est pas loin d'un accord. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, le 31 ? On a assassiné le chef du Hamas. Ça veut dire que vous négociez avec une partie et vous assassinez celui avec qui vous êtes supposé discuter. Donc effectivement, ça jette, on va dire, avec un peu d'euphémisme, un froid terrible. Donc, et puis... sur le fond, le Hamas a accepté les principes du plan Biden qui date de fin mai et qui se sont traduits par une résolution, c'est très important, la résolution 2735 du 10 juin. Et cette résolution, ils en ont accepté les principes. Et c'est donc... C'est ce qui sert de base à cet accord. Et bien sûr, et j'ai sous les yeux, je l'ai apporté parce que alors, pour vos auditeurs... C'est vraiment, Jean-Paul Chagnolot, la base des négociations, parce que le Hamas, hier, a dit qu'un cessez-le-feu doit comporter un retrait complet d'Israël, l'arrêt total des combats. Et de son côté, on a vu que Benyamin Netanyahou a toujours dit vouloir la destruction du Hamas. On a l'impression que les positions sont totalement antagonistes et que finalement ça va bien au-delà du plan Biden. Il y a deux choses. Si on prend le plan tel qu'il est, la résolution que j'ai sous les yeux, que j'ai apportée, parce que c'est 20 lignes, ces 20 lignes qui peuvent tout changer. On les applique et c'est un espoir de paix, on les applique pas et c'est un risque de guerre. Donc dans ce plan, dans cette résolution des Nations Unies, ça veut dire que ça a été voté par la communauté internationale. Les Russes se sont abstenus, c'est-à-dire que tout le monde est d'accord. Il faut quand même bien voir ça. Et il y a 3 étapes. La première, c'est un cessez-le-feu avec un retrait partiel des troupes israéliennes, plus bien d'autres choses, et en particulier la possibilité pour la population de pouvoir aller au nord, au sud, comme ils le veulent. Une trêve de 6 semaines. Comment ? Une trêve de 6 semaines, pas un arrêt total. Et même la trêve de 6 semaines, il est prévu dans l'article 2 de cette résolution que si on n'arrive pas à se mettre d'accord au bout de 6 semaines pour la suite, eh bien on continuera. Donc il y a vraiment, c'est un texte tout à fait important. Et ce texte, effectivement, il prévoit le retrait d'une partie du territoire, en particulier les zones peuplées. Et c'est évidemment, et la deuxième étape, si on continuait la discussion, ça serait le retrait total. Et évidemment, Netanyahou ne veut pas entendre parler de ça. C'est pour ça qu'il sabote systématiquement les négociations, car lui, il n'a qu'une seule idée, c'est la guerre totale. C'est la destruction totale du Hamas. Bien sûr, mais la destruction totale, ça n'a pas de sens. C'est une impasse stratégique absolue. Mais quand on a des positions aussi radicales, est-ce qu'on peut réussir justement à se mettre d'accord ? Mais il est évident que les diplomates sont là pour ça et que leurs chances de réussite sont des chances infinitésimales, on est bien d'accord. Sauf que les enjeux derrière sont considérables. C'est l'enjeu de Gaza, mais derrière Gaza, il y a toute la question du conflit israélo-palestinien, d'une part, et d'autre part, il y a ce qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire un risque d'embrasement régional. Donc vous voyez bien sûr que les positions sont apparemment irréductibles et que sur le fond elles le sont, bien sûr, et que c'est pas nouveau. Le Hamas et Netanyahou sont en face-à-face mortifère depuis Oslo. Qui a saboté Oslo, c'est les uns et les autres. Il y a peut-être un autre indice, c'est cette venue de Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne. Il a annoncé hier devant le Parlement turc qu'il allait se rendre justement à Gaza, même si ça doit lui coûter la vie. Est-ce qu'il faut y voir justement un front palestinien, un rapprochement
justement en vue de ces négociations et peut-être d'une trêve. Il y a eu déjà un rapprochement, il y a eu déjà la volonté depuis plusieurs semaines d'être sur un même plan, mais il est clair que l'autorité palestinienne est complètement out sur tous les plans. Le problème, c'est que c'est aussi la seule institution palestinienne qui soit reconnue sur le plan international. Donc on a là aussi une contradiction, on a une instance discréditée et en même temps elle est incontournable. Donc c'est un vrai problème. Cela dit, je crois que il se réveille au bout de 10 mois, ça va pas aller très loin. Le pouvoir aujourd'hui, c'est le Hamas, et c'est Sinoir, pointe à la ligne. Et les négociations, elles ne concernent pas Hamas. Il aurait pu avoir une autre politique il y a bien longtemps, ne serait-ce qu'il y a 3 ans, juste d'un mot. Il a organisé des élections législatives et ces élections législatives, il les a annulées. Enfin, il a dit qu'il les différait, mais en réalité, il les a annulées parce qu'il était certain de les perdre. Donc, vous voyez un peu et il a une responsabilité considérable dans ce qui s'est passé le 7 octobre, évidemment. Car s'il y avait eu ces élections, probablement, on aurait eu un autre chemin. Au-delà de ce que contient le plan Biden, il y a l'avenir de la bande de Gaza qui est en jeu, non, dans ce conflit? Ce n'est pas simplement, je crois qu'on a quelquefois en France et en Occident une vision très restrictive de l'affaire. On a évidemment l'obsession légitime des otages, mais la question ne se résume pas à la question des otages, évidemment. C'est la question du conflit israélo-palestinien. Des territoires. C'est-à-dire Gaza et la Cisjordanie et Jérusalem-Est. C'est ce que disent les résolutions des Nations Unies, c'est ce que dit l'avis de la Cour internationale de justice, qui est un texte majeur et qui dit bien que cette occupation est illégale et qu'il faut qu'Israël se retire. Donc c'est ça qui est en jeu. Et évidemment, Netanyahou est dans son obsession absolue de vouloir tout contrôler et faire en sorte que du Jourdain à la mer, il n'y ait qu'une seule domination, qui est la domination israélienne. Et pas plus tard qu'hier, parce qu'on parle de Gaza, mais il y a aussi des choses terribles qui se passent en Cisjordanie. De la bande de Gaza, finalement. La suppression pure et simple de la bande de Gaza. Mais la suppression, ça veut dire qu'ils veulent dominer Gaza, et ils veulent l'étouffer, c'est ce qu'ils font. Et juste une formule, les gens du Hamas, qu'on considère donc souvent de Paris ou d'ailleurs comme des terroristes, je laisse le débat ouvert, mais ce sont des gens dont le destin est intrinsèquement lié à toute la population de Gaza et de Cisjordanie. C'est pas des gens qui arrivent de l'extérieur. Donc si vous voulez, si on continue la guerre totale, il y aura toujours des gens pour se battre, toujours. Et par conséquent, on sera dans une guerre sans fin. Vous parlez de Cisjordanie il y a un instant avec des frappes encore hier. Non seulement il y a des frappes qui font, on en est à 625 morts depuis 7 octobre, des jeunes qui sortent quelquefois avec des armes, quelquefois sans armes, et ils sont tués. Et puis pas plus tard qu'hier, il y a eu ce que le président israélien appelle un pogrom des colons qui sont venus dans un village palestinien et qui ont tiré. Il y a eu un mort et des blessés. Et on a l'impression parfois de découvrir cette affaire, alors qu'en réalité, ça dure depuis 30 ans. Ça prend quelquefois des dimensions. Continue. Bien sûr, c'est la politique officielle de Netanyahou et de la droite depuis très longtemps, c'est une colonisation à outrance. Et donc, on écrase tout pour y aller. Et avec ce que ça implique comme encouragement pour les colons qui sont armés de faire ce qu'ils veulent. Jean-Paul Chaniolo, vous restez avec nous. On poursuit cette discussion. On va parler notamment de la position de Benyamin Netanyahou dans son propre pays. Ce sera juste après le fil info à 8h40 avec Sophie Echen. Alors que le Venezuela s'enfonce dans la crise après la réélection controversée de Nicolás Maduro à la tête du pays, le Brésil et la Colombie appellent à une nouvelle présidentielle. Proposition à la fois refusée par Maduro et par l'opposition qui revendique de son côté la victoire. Tokyo et sa région subissent en ce moment le passage d'un typhon particulièrement fort avec des vents à plus de 200 km/h. Les autorités locales redoutent également de fortes pluies et inondations. Des centaines de vols et de trains sont supprimés. Le président israélien Isaac Herzog dénonce un pogrom après les violences commises par des colons juifs hier contre des civils palestiniens en Cisjordanie occupée. Elles ont fait un mort et un blessé grave. La 6e étape du Tour de France Femmes tout à l'heure entre Remiremont dans les Vosges et Morteau dans le Doubs. Et les cartes sont rebattues après la chute de l'ancienne maillot jaune demi-Vollering hier peu avant l'arrivée. C'est désormais la Polonaise Katarzyna Niewiadoma qui est en tête du classement général. France Info. Le 8h30 France Info, Brigitte Boucher, Benjamin Fontaine. Jean-Paul Chaniolo, dans le conflit entre Israël et Gaza, l'enjeu c'est aussi la récupération des otages, alors qu'on a appris hier qu'un otage avait été tué par un membre du Hamas pour se venger de la mort de ses enfants. Est-ce qu'on a déjà des preuves tangibles de vie sur les otages qui seraient encore retenus depuis le 7 octobre? Il en resterait 111, dont 39 sont déclarés morts par l'armée. Pour l'instant, on n'a que ces éléments que vous venez d'indiquer. On n'a pas d'informations au-delà de cela, ce qui est déjà beaucoup, évidemment. Et la question des otages, elle est tout à fait importante. La question de Gaza
ne se réduit pas à la question des otages, mais la question des otages est tout à fait essentielle. Et quelle est la position de Benyamin Netanyahou là-dessus est très clair dans son obscurité, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il veut écraser le Hamas sans du tout vraiment se préoccuper des otages. Donc en sacrifiant les otages. Il ne dira jamais comme cela, mais c'est ce qu'il fait concrètement. Parce que si vous voulez vraiment qu'il y ait libération des otages, avec ce que ça implique comme échange de prisonniers palestiniens, il faut jamais oublier cette dimension très importante, eh bien, il est évident qu'il aurait pu le faire. Et d'ailleurs, il pourrait le faire dès maintenant avec cette négociation qui a lieu en ce moment. Contraire aux valeurs fondatrices d'Israël. Les familles des otages sont vent debout contre Netanyahou. Et dans la presse israélienne, d'ailleurs, ça a été repris aussi par certains médias français, dont Le Monde, qui montre bien que la doctrine d'Israël depuis longtemps, c'est toujours de tout faire pour récupérer des otages, y compris des otages morts, bien entendu. Il y a eu plein d'exemples très importants. Et puis il y a eu Gilad Shalit en 2011. Bien sûr, par exemple avec un contre X centaines de Palestiniens. Mais là, c'est terminé, cette doctrine. Il est clair, il ne le dit pas, mais c'est ce qui se passe. Parce que si vraiment, je le répète, il avait voulu libérer les otages, il serait pris autrement. Ce qui compte pour Netanyahou, c'est évidemment cette idée de guerre totale. Guerre totale, ça veut dire tout ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire on écrase Gaza, on tue, y compris le chef du mouvement palestinien, le Hamas, et puis bien entendu, on va en Cisjordanie accélérer la colonisation, mais de manière extrêmement dense, sans parler, mais il faudra en parler, des provocations d'un Ben Gvir sur l'esplanade des mosquées qui vient rompre le statu quo, et donc ça c'est quelque chose d'incroyablement incandescent, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça peut s'enflammer aussi à Jérusalem. Il a cette pression des familles des otages, cette pression politique aussi, et lui il veut se maintenir au pouvoir. Et il veut se maintenir au pouvoir, et je pense qu'il a cette idée. En plus, le jour où cette guerre s'arrête, et il faut qu'elle s'arrête. Elle s'arrêtera un jour, malheureusement. C'est pas forcément pour demain, sauf si ces négociations réussissaient. Eh bien, il va se retrouver dans une difficulté politique, évident, et aussi une difficulté pour lui-même. Difficulté politique parce que il faudra qu'il rende des comptes sur ce qu'il a fait ou ce qu'il n'a pas fait, notamment avec le 7 octobre. Assurer la sécurité d'Israël. Et puis il y a toute la dimension, bien sûr, et puis il y a toute la dimension personnelle. Il a des procès et ces procès sont pour l'instant gelés. Il pourrait reprendre et il pourrait aller en prison. Il y a un certain nombre de personnages politique israélien, parce que la justice israélienne fonctionne bien, et il pourrait aller en prison. Donc on a tous ces éléments. Donc le destin d'un homme pèse sur le destin d'une tragédie comme celle-là. Et pourtant, est-ce que selon vous, son départ pourrait suffire à mettre fin à la guerre ? Je ne pense pas que ça pourrait suffire, mais déjà... Ça ne tient pas un homme. Pour l'instant, sur le fond de l'affaire, il a sa coalition. Il ne faut pas oublier que cette coalition, pour l'instant, elle est solide, et elle est avec des gens qui font, il faut le rappeler, sont des suprémacistes, donc des gens racistes, qui sont prêts à tout et qui veulent tout. Si je prends l'exemple de Ben Gvir, c'est celui qui fait des provocations sur l'esplanade, mais c'est aussi, c'est aussi celui qui a monté des milices privées et qui les arme, ce qui veut dire que la notion d'État classique consistant à dire on a le monopole de la violence légitime, eh bien là, c'est plus le monopole de la violence, l'État. Ce sont des milices privées sous la direction d'Anne Ben Gvir. Et les colons, je le répète, sont armés. Donc on est dans une situation qui est extrêmement périlleuse pour Israël même. D'ailleurs. Et donc son départ signifierait que la coalition s'est cassée et qu'à ce moment-là, il y a de nouvelles élections. C'est ce qu'il faut souhaiter. En tout cas, il y a sûrement en Israël d'autres perceptions que cette volonté de faire cette guerre, je cite Netanyahou, totale, c'est-à-dire une guerre sans fin. C'est ça que ça veut dire. Une guerre totale, c'est une guerre sans fin. Jean-Paul Chagnolot, en France, la gauche appelle instamment à reconnaître l'État de Palestine. Depuis le 28 mai, l'Espagne, l'Irlande et la Norvège l'ont fait. Est-ce que c'est de nature, selon vous, à accélérer le processus de paix ? Je crois que cette question, elle est centrale. Si on fait en une seconde une carte, si on essaie d'imaginer une carte du monde, le monde entier a reconnu l'État de Palestine, sauf l'Occident. Sauf l'Occident, les États-Unis, le Canada qui est plus très loin, et une partie de l'Europe, parce que la partie de l'Europe de l'Est était communiste, donc ils ont déjà reconnu, plus les quelques pays que vous évoquez, la Norvège, l'Espagne, l'Irlande, la Slovénie. Bon, et donc il n'y a plus que quelques États. Or, si la France et quelques autres, et l'Allemagne par exemple, mais là pour l'instant c'est hors de propos, eh bien faisait cette reconnaissance, serait important, ça pèserait. La question fondamentale, c'est vraiment de choisir le bon moment. Mais en même temps, quand on dit il faudra choisir le bon moment, ça ne veut pas dire qu'il faut différer cette décision trop tard, trop tardivement. Donc je pense que ce serait important que le moment venu, et peut-être si par exemple les négociations avançaient vraiment, si à ce moment-là la France reconnaissait l'État de Palestine, ça voudrait dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a
des droits pour les Palestiniens comme il y a des droits pour les Israéliens, et qu'on se conforme au droit international, c'est-à-dire ce que répète cette résolution que j'évoquais tout à l'heure du 10 juin, comme toutes les résolutions, il faut 2 États. C'est ça le fond de l'affaire, il faut 2 États. Il y a déjà un État qui existe, eh bien il faut qu'il y ait maintenant un État palestinien. Jean-Paul Chagnolot, autour de cette table des négociations, il y a les États-Unis. Dans quelques mois, il y a des élections aux États-Unis avec un candidat qui s'appelle Donald Trump. Qu'est-ce que selon vous, ça changerait son retour au pouvoir dans ce conflit? Ça changerait beaucoup de choses. Il suffit de se souvenir de ce quelle a été sa politique. Il est évident que Netanyahou, dans sa volonté de ne pas cesser cette guerre, de continuer par tous les moyens, il a en perspective l'élection américaine. Car si Donald Trump arrive, tout ce qu'on peut aujourd'hui estimer, c'est qu'il ira dans le sens de la droite la plus dure en Israël. Donc c'est clair qu'il joue la montre aussi. Sauf qu'il y a une opinion publique aussi aux États-Unis qui est assez pro-palestinienne. Il y a une opinion publique aux États-Unis qui a un peu basculé, qui a changé aussi d'avis, avec une jeunesse qui est plus pro-palestinienne. Quelle que soit l'issue de ce scrutin du 5 novembre, qui fera la décision de politique étrangère des Américains. Donc en fait, il y aura vraiment, à mon avis, une vraie différence, et on l'a vu pendant ces quelques années, qui a été une régression. Et c'était toute l'époque de Trump qui a fait que la question palestinienne a été progressivement ensevelie. Et on a mis par-dessus les fameux accords d'Abraham, c'est-à-dire les accords avec les États arabes. On oublie la question palestinienne et on fait la paix avec les Arabes. Et la paix avec les Arabes, c'est très bien de faire la paix avec les Arabes, à la condition qu'il y ait aussi une paix avec les Palestiniens. C'est ça. Et donc, je crois, pour répondre à votre question, oui, ça sera très important. Ouais. Mais d'après les sondages, on peut espérer que ça sera Kamala Harris. Pour l'instant, en tout cas, je vote pour Kamala Harris. Légèrement en tête. On devrait d'ailleurs tous, Européens, voter parce que ça nous concerne directement, ce vote. Merci beaucoup, Jean-Paul Chagnolot, président de l'IREMO, l'Institut d'études et de recherche Méditerranée Moyen-Orient, d'avoir été l'invité du 8h30 ce matin sur France Info. Je signale votre atlas du Moyen-Orient aux racines de la violence aux éditions Autrement. Merci Brigitte, ravi d'avoir été avec vous cette semaine pour ce 8h30. Bonne journée sur France Info.